régime. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a une logique de la persécution des élites d'une communauté sur sa base. Et ça a toujours été la réalité. Et que les gens qui ne comprennent pas que les élites juives peuvent jouer contre la base juive n'ont rien compris à la réalité humaine. Cette guerre n'est absolument pas nécessaire. Parce que, d'abord, l'Iran n'a pas la bombe atomique. Même s'il l'avait, il ne pourrait rien en faire. On n'imagine pas, vu la profondeur stratégique d'Israël, les Iraniens balancer une bombe atomique sur un pays qui est peuplé de Palestiniens. Il faut déjà voir. Et avec en plus un nuage atomique, compte tenu de la géographie, qui leur reviendrait dans la gueule, et qui reviendrait dans la gueule de toutes les nations chiites, comme l'Irak, etc. Il ne faut pas oublier que nous avons un arc de domination chiite là-bas. Ce qui fait que, l'Iran n'a pas la bombe. 2, ils ne peuvent pas menacer Israël avec. Donc c'est un double mensonge. En revanche, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'Israël a la bombe atomique en contravention de toutes les lois internationales de non-prolifération. Selon les politiques de haut rang, les militaires et les experts, l'arsenal nucléaire israélien compterait entre 100 et 400 missiles. De fabrication récente, ils sont dotés de systèmes ultramodernes. Bombes à neutrons, mini-bombes à hydrogène capables de détruire des bunkers souterrains, missiles de croisière capables d'anéantir des grandes villes et qui peuvent être tirés de n'importe quel point de la planète depuis des sous-marins. Il faut rappeler que Israël a la bombe en contravention de toutes les lois de non-prolifération, que cette bombe leur a été donnée par un travail d'espionnage et de noyautage de la nation française par la 4e République française. À l'origine de ce projet ultra-secret, 2 hommes. Le président du Conseil Guy Mollet et le ministre de la Défense Maurice Bourgès-Monory. Qui est aussi traître à son pays et aussi vendu à Israël que l'est aujourd'hui le parti socialiste et le noyau dur du gouvernement français, anti-gaulliste et anti-catholique autour de François Hollande. Le nouveau réacteur israélien, connu aujourd'hui sous le nom de Dimona, présentait de grandes similitudes avec celui de Marcoule, en France. Les images des espions américains révèlent que plusieurs centaines de Français travaillent sur le site. Ils sont logés dans les nouveaux lotissements environnants. Pour Washington, plus de doute. Français et Israéliens développent un programme d'armement nucléaire. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a eu aucune décision on est pourtant dans un régime d'assemblée à l'époque en France, où l'assemblée, théoriquement, est très puissante. Or, l'assemblée n'a jamais pris une décision pour ça. Devenu négociateur, Shimon Peres obtient des Français qu'ils signent un contrat détaillant leur participation au programme nucléaire israélien. 1958, De Gaulle est de retour au pouvoir et il opère un virage à 180 degrés. Le nouveau président veut la bombe atomique pour la France, mais pas pour Israël. Le général de Gaulle va décider d'arrêter toute cette affaire, mais donc les instructions ne descendent pas rapidement. Il y a des obstacles partout, partout, parce que le club est très implanté, à la fois dans l'armée, à la fois dans la fonction publique, à la fois dans le politique. Autrement dit, même le général de Gaulle n'arrive pas à obtenir satisfaction. Et quand les décisions descendent jusqu'au bout, des systèmes sont faits pour contrebalancer les décisions. Le cas du MD-620 en dit long. Ce missile a été développé par le groupe français Dassault pour Israël, malgré l'arrêt officiel de la collaboration entre les deux pays. Le MD-620 va être utilisé pour les bombes atomiques israéliennes. Donc la bombe israélienne est une bombe illégale et c'est une bombe française. Et c'est elle qui menace le monde arabe et c'est elle qui pousse à la prolifération atomique et pas l'inverse. Donc on est à chaque fois, comme pour tous les sujets dont j'ai parlé, dans l'inversion transfert et l'inversion accusatoire, où l'État sioniste est un État artificiel qui n'a aucune légitimité, contrairement à l'État perse, qui n'est pas expansionniste, qui est multimillénaire et qui a toujours été protecteur des Juifs. Il faut lire Esther, il faut lire les Écritures. Donc pourquoi cet acharnement anti-perse par l'État sioniste, alors que les Perses sont des protecteurs des Juifs, y compris aujourd'hui? J'ai jamais cru que je rencontrerais un Juif iranien. C'est vraiment unique. C'est comment d'être Juif en Iran? Vous devez vous rappeler que les Juifs vivent en Iran depuis plus de 30 siècles. Alors ce n'est pas un phénomène exceptionnel. En fait, ce sont souvent les médias qui racontent n'importe quoi. Nous sommes en sécurité à 100%, dit ce médecin président de la communauté juive d'Iran. Les autorités protègent nos synagogues et nos lieux saints. 22 000 juifs vivent aujourd'hui en Iran.
C'est 4 fois moins qu'avant la révolution islamique de 1979. Mais malgré les envolées anti-juives du président, la communauté vit paisiblement, jouissant d'un statut de minorité religieuse et même d'un siège au Parlement. La minorité juive d'Iran n'est absolument pas persécutée et est présente au Parlement et vit en paix et en bonne intelligence. La Perse n'a aucun projet expansionniste et ce depuis des siècles, n'est qu'un pays systématiquement attaqué par les Anglais, les Français, et globalement il y a l'impérialisme judéo-anglo-saxon qui a amené à l'Israël contemporain. Et donc nous sommes bien là dans une inversion totale de la réalité des faits. Et nous sommes donc face à une troisième guerre mondiale absolument pas nécessaire, déclenchée sous un faux prétexte par l'oligarchie mondialiste pour cacher sa faillite bancaire, rebondir économiquement alors qu'elle est en faillite, ne pas être prise comme responsable de la crise mondiale, accéder au plein pouvoir mondialiste à travers le Grand Israël, qui est un projet oligarchiste mondialiste et pas un projet des pionniers et du petit peuple israélien. Donc là, nous avons bouclé tout ce dossier. Et malheureusement, cette marche vers la guerre se fait par la complicité de nos élites stupides. Là, j'ai parlé de la conne du mois, Le Figaro, Barbier. Il y a un extrait de Barbier où il dit sur la nécessité de la guerre. Tout à fait. Nous ouvrons une nouvelle période du rôle de la France dans la géopolitique. Il y a 2 fronts chauds en ce moment. C'est la Libye et c'est la Côte d'Ivoire où nous sommes en première ligne. C'est le retour de la France. C'est le retour de la France par de grandes initiatives géopolitiques fondées sur l'action. En Libye, nous travaillons aussi pour que toute l'Europe soit préservée de dommages collatéraux. Et puis, les pays que nous libérons. La Libye, la Côte d'Ivoire, ce sont des pays qui ont des ressources. Eh bien, ces pays nous rembourseront en avantage, notamment en matières premières, en énergie, par exemple. Alors que c'est contre l'intérêt supérieur de la paix mondiale, contre l'intérêt supérieur des minorités chrétiennes d'Orient. C'est-à-dire que c'est une saloperie intégrale. Voilà. Et nos élites sont en train de collaborer à ça. Et Bachar a avoué qu'il avait des armes chimiques et bactériologiques. Et j'ai dit, comme d'ailleurs le président de la République, que notre réponse, ça vous répond, serait massive et foudroyante. Oui. S'il utilise des armes chimiques. Donc nous discutons de cela, notamment avec les partenaires américains et anglais, et tout ça est suivi au jour le jour, monsieur Bourdin. Vous passerez d'un feu vert de l'ONU, forcément, puisque la Chine et la Russie... c'est foudroyant, et si le risque s'avérait, c'est-à-dire si on voit qu'il y a des mouvements sur ces armes, à ce moment-là, évidemment... À la moindre utilisation d'une arme chimique... Je vous dis, massive et foudroyante. Massive et foudroyante. Ça veut dire bombardement, ça veut dire destruction... ça veut dire qu'il n'aura pas la possibilité de le faire. Il n'aura pas la possibilité de le faire. Et là, tout le monde est d'accord. Oui, je crois. Américains, tous les Occidentaux sont d'accord. Je crois. Bien. Ce qui est un scandale absolu, un scandale qui vaut que je mette ma vie en danger en dénonçant tout ça. Car il faut bien comprendre qu'en disant tout ce que je dis là, je mets réellement ma vie en danger. Et je pense que les gens qui m'écoutent et me suivent savent exactement par qui je risque demain d'être mis à mort, même si ça se fait par des médiations salafistes, et pourquoi. Voilà. Et je pense qu'à un moment donné, au nom de la France éternelle, de celle de Clovis, de celle de François Ier et de celle de Gaulle, il est important aujourd'hui de dire certaines vérités, car ce n'est pas de la rigolade. Nous sommes à la veille d'une 3e guerre mondiale dans laquelle nous serons impliqués totalement, et en termes de guerre civile et d'implication guerrière. Car si demain Israël attaque l'Iran, l'Iran se défendra. Déjà, le Pakistan a dit qu'il se rangerait du côté de l'Iran. Seront impliqués dans cette guerre immédiatement l'Égypte, tous les pays arabes, mais évidemment la Russie et la Chine à travers la question syrienne, car la Russie ne peut pas reculer plus qu'elle a reculé en abandonnant déjà la Libye. N'oublions pas que la Syrie est le débouché de la marine russe sur la Méditerranée. Donc de toute façon, nous arrivons là à une 3e guerre mondiale qui finalement remet face à face l'empire américano-sioniste et finalement la grande Russie orthodoxe de Poutine, avec derrière les Chinois qui sont du côté russe discrètement. Donc nous sommes réellement là dans une guerre mondiale qui est une vraie guerre mondiale comme il n'y en a jamais eu, parce que je ne vois aucun pays, peut-être à part certains pays scandinaves, échapper à l'implication guerrière immédiate, à cause de cette saloperie globale qui est comment dirais-je, ce projet américano-sioniste à la fois bancaire
et oligarchique et délirant, face à une troisième guerre mondiale qui sera, comment dirais-je, sur une courbe exponentielle par rapport à la première et la deuxième. La première, c'est 20 millions de morts, la deuxième, c'est 50 millions de morts. La troisième, compte tenu des armements en présence et du nombre de nations impliquées, peut aller allègrement aux 200 millions de morts, 500 millions de morts, il n'y a pas de problème. Hein. Et nos élites oligarchiques sont, n'oublions pas, des gens pour qui la vie humaine n'a aucun prix. Hein. Leurs valeurs ne sont pas des valeurs de charité, et de respect de la vie humaine. Quand on est capable de spéculer sur les matières premières alimentaires et de condamner à mort via des montages de Goldman Sachs ou de JP Morgan 500 millions d'enfants du tiers-monde. C'est que donc maintenant Goldman Sachs comme la JP Morgan et les autres, Merrill Lynch et compagnie, donc vont se recentrer, vont abandonner progressivement les crédits défaut swap qui, avec la nouvelle réglementation, ne vont pas leur apporter assez d'argent, et donc ils vont tout mettre. Ils vont spéculer à mort, à fond, sur les matières premières, de manière à gagner encore plus d'argent, de manière à faire monter artificiellement les cours. Cette Somalienne ne peut plus nourrir ses enfants. Elle n'a plus les moyens d'acheter des céréales. Les prix sont devenus trop chers pour elle. Depuis 19 ans, jamais le prix du riz n'avait été aussi élevé. La farine également bat des records au plus haut depuis 28 ans. Depuis l'an 2000, le prix de la nourriture en général a doublé. De quoi rendre la situation explosive. Des émeutes de la faim se multiplient depuis plusieurs semaines. Well, while Goldman Sachs agreed Thursday to pay $550 million to resolve a civil fraud lawsuit filed by the SEC, Goldman has not been held accountable for many of its other questionable investment practices. A new article in Harper's Magazine examines the role Goldman played in the food crisis of 2008, when the ranks of the world's hungry increased by 250 million. The article is titled "The Food Bubble: How Will Wall Street Starve Millions How Wall Street Starved Millions and Got Away with It." And really, let's be honest here, it wasn't just Goldman. It was Goldman, and it was Bayer, and it was AIG, and it was Lehman, it was Deutsche. It was all across the board. J.P. Morgan Chase. What these banks were able to do in commodity markets, really, which reached its peak from 2005 to 2008 in what is now known as the food bubble. And as Juan points out, this is unconscionable what happened in the sense that their speculation and their restructuring of these commodity markets pushed 250 million new people into food insecurity and starving and brought the world total up to over 1 billion people. This is the most abysmal total in the history of the world. Elle a la langue pleine de terre. C'est son repas de la journée. Cette jeune fille vient de manger un gâteau de boue, un mélange d'argile et d'eau croupie. C'est la réalité de ces dernières années. Vous pouvez le vérifier en étudiant, en regardant ce que nous explique Jovanovic. Si on peut faire crever 500 millions de types du tiers-monde de faim pour de la spéculation sur le modèle dont se vante Attali, le pantalon à une jambe vendu au crétin qui s'appelle Christian, hein, on remettra bien. C'est pas moi qui balance tout ça. Hein. Je ne fais jamais que décrypter et remonter le pulse. On peut faire crever 500 millions de pauvres Arabes et de pauvres Goïs gaulois qui exactement comme on fait crever nos soldats aujourd'hui en Afghanistan pour rien. On peut en faire crever 500 millions, il n'y a pas de problème. Ça sera un grand bain de sang, comme le dit Bainville, entre musulmans et chrétiens finalement, pour le plus grand profit de qui? À vous d'en tirer les conclusions. Hein. Qui vous êtes? Un petit peuple, sans rien. Même aujourd'hui, on est une armée, etc. Mais on est un petit peuple, on est combien? 6 millions par rapport à 1 milliard 300 millions d'ennemis qui nous entourent, le monde entier. Faut pas rêver, d'accord? Avec la meilleure armée du monde, on n'est rien. Le Rav Shark disait sans cesse, faut pas croire qu'on est ce qu'on n'est pas. On est des petits, très vulnérables, faut faire attention. C'est marqué dans les textes qu'à la fin des temps, il y aura une grande guerre dans le monde. On n'est pas prophète ni fils de prophète. C'est vrai que tout le monde sent un peu que c'est pour bientôt. On ne sait pas quand ça se passera. C'est marqué très clairement qu'il y aura une grande guerre entre l'Occident et l'Orient. Alors je rajouterai même un petit truc que j'ai pas... C'est marqué dans les écrits de Rabbi Yoshua Eshel Meapta qu'à la fin des temps, les peuples voudront faire la guerre entre eux. Mais ils verront que s'ils font la guerre entre eux, le seul qui va en profiter en fait, c'est le peuple d'Israël. Alors, ils vont tout faire pour ne pas rentrer en guerre. Mais néanmoins, c'est marqué, comme ça a dit Rabbi Yoshua Meapta, par la tignasse de leur chevelure, de force, ils seront obligés de rentrer en guerre. Et il a rajouté, on peut dire cela en mon nom, comme si on entendait de la bouche d'un prophète. Bonne journée.